Bienvenue dans Point de suspension. Je suis Léa Lejeune, journaliste économique, et vous écoutez Point de suspension, le podcast de l'Unédic. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de culture d'entreprise, comment valoriser les fameuses soft skills et recruter les salariés sur des éléments tangibles. Les grandes entreprises s'arrachent les hauts potentiels qui maîtrisent aussi bien les compétences techniques que celles relationnelles. Et d'ailleurs, les startups en hypercroissance y sont particulièrement attentives. Pendant la crise du coronavirus, ça a fait évoluer toutes les qualités recherchées. Maintenant, on recherche les capacités d'adaptation, de communication, d'autonomie, de prise d'initiative, bref, tout ce qui permet de faire face à un monde changeant. Pour discuter autour de cet enjeu, je reçois aujourd'hui Fabrice Moléon. Vous êtes consultant en soft skills, leadership et entrepreneurship, et vous êtes l'un des auteurs du livre Le Réflexe Soft Skills, écrit avec Julien Bourré et Jérôme O'Haraud. Cet ouvrage présente une méthode opérationnelle afin que chaque leader ou manager ou entrepreneur ait les outils pour identifier ses points forts et ceux des autres, afin de les mobiliser dans un monde du travail en plein bouleversement. Bonjour Fabrice. Bonjour. Que veut dire la notion de soft skills et d'où vient-elle ? Alors en fait, c'est assez simple. Qu'est-ce qu'elle veut dire d'abord ? Si on fait une traduction littérale de cet anglicisme, ça se traduit par les compétences douces. On les appelle aussi les compétences humaines, les compétences sociales. On peut les appeler aussi les compétences émotionnelles. Et puis, globalement, qu'est-ce que c'est ? C'est toutes les compétences qui sont habituellement pas forcément enseignées à l'université, en école. C'est pourtant des compétences qui sont essentielles et qui font la différence puisque c'est celles qui vont nous permettre de communiquer, d'être créatifs, d'être collaboratifs, donc des choses qui sont aujourd'hui très très recherchées par les entreprises et globalement dans les organisations. Alors, d'où viennent-elles ? Comme beaucoup de notions de management et d'organisation, ça nous vient du monde anglo-saxon. Et puis, si on cherche particulièrement une date à l'origine, il faut situer ça à peu près fin des années 60, début des années 70. Pour l'anecdote, les premiers à avoir parlé de soft skills, c'est l'armée américaine, avec une réflexion qui était assez intéressante et originale à l'époque, puisqu'ils se sont aperçus que leur armée était assez forte en termes de formation pour que leurs troupes puissent utiliser les machines de manière assez efficace. Et en même temps, ils s'étaient assez rapidement aperçus que ce qui faisait la différence entre une victoire ou pas, c'est-à-dire entre des soldats victorieux ou pas, c'est plutôt comment ils se comportaient sur le champ de bataille, pas forcément comment ils utilisaient tant que ça les machines ou comment ils étaient dirigés. D'où les réflexions qui étaient assez rapidement venues, qui est de dire on allait opposer assez rapidement les hard skills, tout ce qui va demander un peu de manipulation ou de contact avec la machine, à l'opposé quelque part des soft, qu'on pourrait appeler douces, mais qui ont plein de sens aujourd'hui dans une réflexion très opposition homme-machine, puisqu'on pourrait aussi définir les soft skills en disant c'est tout ce que la machine ne fera pas demain à l'heure de l'intelligence artificielle et tout ce qu'il est pertinent de garder, d'entretenir et de développer pour l'homme, d'où la dimension un peu compétence humaine. Alors, les DRH utilisent plusieurs études, des QCM, des tests de personnalité divers pour mesurer ces différences sociales. Quels sont-ils ces tests et sont-ils vraiment efficaces pour comprendre l'humain qu'on a en face ? Alors effectivement, il y a de nombreux tests de personnalité, très utilisés soit par les cabinets de recrutement, soit par les DRH. Il y en a vraiment autant, j'allais dire presque, que d'entreprises. Il y a quand même deux dominantes qu'on retrouve assez souvent. Il y a ce qu'on appelle le test PAPI ou le test MBTI. C'est des acronymes qui reprennent souvent l'auteur dans la formule. Disons que c'est souvent des tests qui sont là pour non pas vérifier l'intelligence du futur collaborateur, ça n'aurait pas de sens, mais en tout cas, on va dire l'adéquation du candidat avec le poste proposé et puis la culture de l'entreprise. Donc ça, c'est intéressant parce que effectivement, ce sont des tests qui sont, quand ils sont bien utilisés, bien évidemment, plutôt pertinents, j'allais dire, pour vérifier que les attentes de l'entreprise correspondent bien aux futurs candidats. Maintenant, plusieurs bémols à ça quand même, c'est forcément, ça doit rester un complément du jugement du recruteur. Et puis, ça ne doit pas être la base, j'allais dire, objective sur lequel savoir si le candidat est bon ou pas, mais quelque chose qui vient affiner, j'allais dire quelque part, des éléments qui sont un peu plus liés à des éléments qu'on peut mesurer, c'est-à-dire l'expérience, la formation et effectivement tout ce qui a pu être mis en œuvre par le collaborateur. Donc ça ne doit pas être pris à la légère,
Mais ça peut être intéressant avec cette question qu'on se pose sur les soft skills, c'est est-ce qu'effectivement, ils intègrent bien, au-delà des hard, des trucs techniques, des choses qui sont un peu plus sociales et un peu plus collaboratives. Et en même temps, on ne peut pas compter sur le MBTI pour résumer la personnalité d'un candidat, la personnalité entière en un quart d'heure, 20 minutes. C'est ça serait génial, ça serait probablement un peu réducteur et du coup, voilà, complément, intéressant, j'allais dire, pour, comparer aussi des candidats. C'est un élément de comparaison qui est intéressant, mais en aucun cas, représentatif de l'entière personnalité, d'un candidat, quoi. Alors, les qualités comme l'esprit critique, la créativité, la positivité ou la capacité à travailler en groupe sont de plus en plus recherchées. Est-ce qu'il y a des questions idéales ou récurrentes qui reviennent souvent et qui permettent de repérer telle ou telle qualité personnelle chez un candidat? Des gimmicks en sorte. Alors je dirais que plus que des questions type, il y a effectivement des exercices ou des éléments qui permettent de mesurer les choses. Alors, le problème principal, c'est que assez peu de DRH utilisent ces techniques ou ont connaissance de ces techniques. Mais je dirais que ce qui va être intéressant, c'est plutôt de construire des tests, par exemple de logique, qui vont permettre soit de travailler une logique verbale, abstraite, voire numérique, hein, qui permet de recouper pas mal de soft skills. Plus globalement, on peut essayer d'aller chercher ce qu'on pourrait appeler un peu des tests d'intelligence générale pour aller mesurer la capacité à bien poser un problème, à faire ce qu'on appelle du problem solving ou aller chercher une analyse critique. Il y a pas mal d'éléments qui sont poussés des fois dans des assessment centers, hein, avec un certain nombre d'exercices qui peuvent être mis en œuvre. Pour autant, si je devais témoigner de ce que je vois aujourd'hui dans les entreprises qui est le plus efficace, moi je dirais que c'est les mises en situation qui sont assez intéressantes, c'est-à-dire comment on va scénariser un certain nombre de situations dans lesquelles on va mettre un candidat à titre individuel ou à titre collectif. Ça, c'est intéressant aussi pour faire la part des choses entre plusieurs candidats et comment ils vont sortir d'une situation. C'est ce que j'appelle un peu l'effet koh. C'est comment, d'une situation un peu complexe, je vais trouver des solutions qu'on aurait eu bien du mal à mesurer simplement avec un QCM, quoi. Alors du coup, on laisse tomber les questions du style dessinez-moi une maison ou prenez ce stylo, essayez de me le vendre ou où vous voyez-vous dans 5 ans. On oublie tout ça. Disons qu'on les combine. C'est vrai que le côté vendez-moi un stylo fait un peu old school dans le comportement. Il peut avoir son charme. On va rendre aujourd'hui, on va combiner dans des scénarios ou dans des temps un peu plus longs ce type de situation. Moi, on va me demander par exemple effectivement de créer un scénario complexe pour lequel effectivement les candidats vont prendre certaines postures qui vont révéler des soft skills plutôt intéressantes. Comment certains candidats prennent une forme de leadership sur les autres, comment ils vont favoriser la collaboration, la communication entre l'équipe. Voilà, ce sont des éléments qui sont plus modernes et en tout cas plus pertinents que ce qu'on a pu connaître un petit peu par le passé. Alors on sait valoriser sur un CV un diplôme, une compétence précise, mais on se rend compte que sur LinkedIn, par exemple, il est difficile de valoriser des compétences sociales, des soft skills. Comment on fait pour montrer les choses? On ne peut pas écrire je suis sociable, je suis gentil. Ben, je dirais qu'on devrait le faire. C'est-à-dire que la fameuse question comment est-ce qu'on valorise les soft skills, moi j'ai tendance à penser que on a tort de s'inhiber et de ne pas parler des choses parce qu'après tout, il faut bien voir que derrière cette notion de soft skills, il y a une espèce de flou bizarrement entretenu. Est-ce qu'on peut acquérir des soft skills ou est-ce que c'est inné? Vous savez, le fameux débat inné-acquis. Est-ce qu'on peut apprendre des soft skills? La réponse à chaque fois, c'est oui. Après tout, on parlera peut-être de ces éléments, mais il n'y a rien d'inné, il n'y a que de l'acquis. C'est des choses qui se travaillent et de la même manière, c'est des choses qui se mesurent et qui se valorisent. Donc, j'encourage en tout cas les personnes avec qui je peux travailler à faire apparaître avec nuance et à valoriser un certain nombre d'expériences, de situations, au même titre qu'après tout, quand vous allez parler de votre expérience passée dans un job précédent, c'est quelque chose qui est relativement abstrait, sauf à trouver des points d'illustration. Et après tout, pour les soft skills, ça marche très très bien. Alors on parle de plus en plus d'intelligence émotionnelle, d'empathie, c'est-à-dire la capacité à comprendre les autres, à comprendre leurs émotions et à interagir facilement avec eux. Elle a été souvent sous-évaluée, cette intelligence émotionnelle et cette empathie. Est-ce qu'elle est maintenant prise à sa juste valeur? Je dirais que souvent, trop longtemps, le débat a surtout été de savoir si, en fin de compte, l'intelligence émotionnelle relevait de quelque chose de palpable, de réel, et en gros de savoir si c'était un débat qui tournait autour de l'inné et de l'acquis. C'est-à-dire, effectivement, il y aurait eu d'un côté des gens qui étaient plutôt émotionnellement intelligents et de l'autre côté quelque chose de l'ordre du fatalisme, ça ne vous concernait pas. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on commence à comprendre que ce débat inné-acquis est en fait plutôt mal placé et que tout le monde peut acquérir des soft skills.
Et du coup, l'intelligence émotionnelle, aujourd'hui, commence à trouver ses lettres de noblesse. Et c'est des questions comme l'empathie, par exemple, la créativité, l'écoute, se structurent comme des véritables formations, des véritables éléments sur lesquels on va aller mesurer quelque part les compétences des collaborateurs. Et entre autres, grâce à des découvertes qui ont été faites dans des domaines connexes, comme les sciences cognitives, par exemple. Les sciences cognitives nous ont apporté des réponses assez encourageantes, puisque naturellement, on a découvert que on est tous plutôt empathiques à la naissance, non pas parce qu'on a reçu ou pas une bonne éducation, mais tout simplement parce que c'est une histoire de câblage naturel. On est doté de ce qu'on appelle les neurones miroirs, qui font que naturellement, on s'intéresse aux émotions chez les autres et qu'on est plutôt doué d'empathie. Après, il y a certaines institutions qui sont passées par là et qui nous ont un peu compliqué la tâche, l'école, le travail, et qui fait que la nouvelle un peu amusante, c'est qu'on doit réapprendre quelque part les soft skills. On doit réapprendre à être empathique comme on l'était quand on était enfant. On doit réapprendre à être créatif, à être collaboratif comme, encore une fois, on a pu l'être au début de notre existence. Alors, l'un des fléaux en entreprise, c'est le fait de promouvoir des managers qui n'ont, eux, pas ces compétences, ces soft skills, cette gentillesse ou cette écoute, parfois pas de formation. Comment on fait pour changer la manière de promouvoir les managers? Je dirais que bien évidemment, il y a encore de nombreuses personnes qui sont nommées managers tout simplement parce qu'elles sont avant tout des bons techniciens dans leur métier et pas forcément des gens dotés de soft skills. Alors, c'est bien évidemment dangereux parce que si vous êtes manager, vous êtes probablement la personne la plus concernée vers la maîtrise de ces soft skills, dès lors que la gestion de l'humain est quelque part au cœur de votre activité. Donc, ce qui est intéressant là aussi, c'est de se dire que aujourd'hui, on a une vision assez claire des soft skills ou des compétences douces qui auraient du sens ou qui viennent aider quelque part dans la fonction de manager. Vous prenez par exemple ce qu'on appelle la pensée analytique ou la capacité d'innovation. Forcément, c'est un élément qui est intéressant dans le quotidien du manager, la capacité à résoudre des problèmes complexes. Je sais que l'accès au poste de management apporte des situations de complexité à résoudre tous les jours. La pensée critique, l'apprentissage actif, la créativité sont des éléments, par exemple, aujourd'hui, qu'il est absolument nécessaire de maîtriser en tant que manager. Et dans le recrutement, dans la promotion, comment on fait pour améliorer la prise en compte de ces soft skills et leur combinaison avec toutes les autres compétences du cœur de métier? Je dirais que la première chose à faire, c'est peut-être de donner ou de reconnaître une place équivalente et non plus accessoire aux soft skills par rapport aux hard skills. J'ai même tendance à penser qu'on pourrait leur donner un peu plus de place que les hard, mais déjà redonnons-leur de la place. Quand vous prenez par exemple la créativité, on pense à tort que la créativité, c'est uniquement ce qu'on appelle l'innovation disruptive, apporter des choses nouvelles, des idées nouvelles, explorer des territoires nouveaux. En fait, la créativité, c'est cette capacité à créer de la valeur pour son écosystème, pour ses parties prenantes, pour son entreprise, c'est-à-dire d'apporter une solution à un problème souvent de chez client. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont pas naturellement intégrées et pourtant qui sont recherchées de manière obsessionnelle par les entreprises. Et je dirais que quand on comprendra effectivement que la créativité, la capacité à prendre du recul, à avoir une analyse critique, toutes ces soft skills qui sont aujourd'hui clairement identifiées, quand on leur donnera une place prépondérante, on gagnera véritablement beaucoup de valeur dans les organisations. Avec la crise du coronavirus, les différents confinements et les problèmes économiques et le télétravail, enfin tout ça, les soft skills recherchés chez les cadres ont changé. Quels sont les soft skills qu'on recherche chez les cadres aujourd'hui? Alors je dirais pas qu'elles ont changé, je dirais pour être un peu précis que c'est l'ordre de priorité par lesquels il faut s'intéresser aux soft skills qui a peut-être évolué. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, si vous cherchez une liste de soft skills, le premier élément à avoir en tête, aujourd'hui, qu'on en retienne 10, 15, peu importe le nombre, on est assez clair aujourd'hui sur quels sont les soft skills essentiels pour avoir un job demain ou garder son job demain. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits et en particulier, il est intéressant d'aller regarder ce qui a été fait au niveau du World Economic Forum qui publie tous les 5 ans une liste des 10 compétences clés pour avoir un job ou garder son job. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ces compétences sont clés et on va les retrouver forcément qui ont été boostées quelque part par cette crise du coronavirus. Et je dirais que si l'ordre a changé, on pourrait dire que d'abord la capacité d'adaptation s'est retrouvée en première ligne pour de nombreux collaborateurs. Forcément, on a changé beaucoup de choses et on l'a fait en quelques jours. La volonté et la capacité à apprendre. Vous savez, on parle d'une métacompétence qui est le apprendre à apprendre.
c'est quelque chose qui est important. Il a fallu, dans des délais records, réapprendre ou tout simplement apprendre à fonctionner autrement. L'intelligence émotionnelle dont on parlait précédemment, mais aussi la communication, la qualité relationnelle, la créativité. Voilà, tous ces éléments, aujourd'hui, sont des éléments qu'il a fallu probablement acquérir pour de nombreux collaborateurs de manière très, très rapide et pour lesquels certaines entreprises ont investi considérablement. Et j'avais lu aussi l'autonomie et la prise d'initiative. Alors justement, les entreprises qui, pour moi, recherchent le plus toute cette bingo list des soft skills, ce sont les startups qui recherchent ça en plus de l'ingénierie. J'ai souvent interviewé des entrepreneurs qui rappelaient l'importance de ces compétences sociales. Quel est le risque pour une entreprise si on ne les prend pas en compte quand on monte une équipe? Alors, les startups sont friands de ces soft skills, pour une bonne raison, c'est qu'elles manquent en général de moyens. Donc, on dit que dans une startup, c'est top d'être un peu multi-casquette et multitasking. Donc, c'est vrai qu'on va favoriser ces éléments. Le risque aujourd'hui, c'est clairement de recréer, un management vertical et puis de manquer de créativité. Là-dessus, je peux faire un humble témoignage. Moi, je m'aperçois aujourd'hui que toutes les entreprises, humblement, qui m'appellent, recherchent en fin de compte relativement la même chose. Ils vont vous dire, avec des mots différents, ce que je cherche, c'est 3 choses. Faire en sorte que mes équipes soient plus créatives. Vous êtes en période de révolution industrielle, avec une révolution qui est digitale. On est en train de basculer en ce moment dans des trucs comme métaverse, NFT, des trucs dont on ne connaît absolument pas les contours de demain. Donc, demander aux collaborateurs de ne pas attendre que ce soit l'équipe de recherche et développement qui apporte des solutions, mais que tout le monde doit mettre la main à la pâte, c'est important. Donc, créativité. De la collaboration. Plus les boîtes se concentrent, plus l'enjeu de collaboration est important. Vous êtes un monstre à 100 000, 150 000 collaborateurs. Si vous n'arrivez pas à faire collaborer vos équipes, ça devient en fin de compte une surcharge. Et puis, l'engagement chez les équipes. Faire en sorte qu'effectivement, il y ait une vraie volonté de faire bouger les lignes, d'avancer tous ensemble. Voilà, ce sont des éléments aujourd'hui qu'on va retrouver nativement chez les startups si elles veulent transformer leurs projets. C'est l'enjeu des grands groupes aujourd'hui ou des grandes organisations de prendre cette startup spirit, un peu cet esprit entrepreneurial et d'arriver à le transposer dans une organisation plus traditionnelle. Enfin, certaines personnes qu'on dit anxieuses ou neuroatypiques, par exemple celles qui sont atteintes du syndrome d'Asperger, ont du mal à intégrer toutes ces soft skills et toutes ces compétences sociales. Comment on peut former les salariés en interne pour améliorer l'efficacité, l'ambiance de travail? Puisque vous dites que ça s'apprend, comment on peut les former en interne? Alors, pour cette population, qui est un peu plus complexe, effectivement, non pas à intégrer, mais en tout cas à valoriser, que les soft skills, c'est clairement idéal, parce que ce sont des éléments absolument naturels qu'il va falloir développer. Pour les autres aussi, bien sûr, on est en train de dire que sans ces enjeux de collaboration, de créativité, on a beaucoup plus de mal à créer de la valeur. Je dirais qu'à la question du comment, pour faire simple, il y a déjà un premier élément qui me paraît fondamental, c'est être capable effectivement d'aligner des choses comme vision, mission, valeur de l'entreprise. C'est-à-dire des éléments sur lesquels, sans une vision assez claire de pourquoi le groupe est là, en quoi il est différent et quel objectif commun il s'est donné. Les valeurs sont des éléments très souvent réduits à quelques mots-clés affichés sur le mur, alors que ce sont des éléments un peu fondateurs pour avancer. C'est-à-dire que, premier élément, du coup, être capable de créer ce qu'on appelle un peu, le terme technique, c'est l'excellence opérationnelle, mais en fait, être capable de dire qu'est-ce qui fait que je suis au clair sur ce que je fais là, comment je travaille, comment je collabore avec mes camarades et vers où on va ensemble est un peu l'élément essentiel. Après, c'est une histoire de priorisation et de moyens, c'est-à-dire qu'on va illustrer quels sont, selon le groupe et selon l'équipe, les éléments qui leur paraissent essentiels, et je parle de soft skills. Est-ce que ça va être l'empathie? Est-ce que ça va être la créativité en fonction des enjeux du secteur ou tout simplement de l'entreprise? Eh bien, merci beaucoup Fabrice Molléon. C'était Point de suspension, le podcast de l'Unédic, et rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode.